Vie de la lycéenne révolutionnaire, de l'étudiante pleine de rêves, de l'ami du plus grand des hommes et des poètes, Alexandre Yarolavski, de l'éternelle voyageuse, de l'anti-religieuse itinérante, de la journaliste de roule, de la crieuse de journaux, de la voleuse récidiviste et de la vagabonde diseuse de bonne aventure. Rédigé de ma propre main, Evgenia Yarolavskaya, le 3 février 1931, quartier d'isolement disciplinaire Zayatchiki. Bonsoir. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement pour vous parler de la prison, que j'ai très bien connue, 15 piges, et puis aussi de l'évasion, que j'ai aussi connue, pour l'avoir pratiquée physiquement. Je me suis évadé notamment de la prison de Bourges. Et il y a une autre forme d'évasion qui est l'écriture, par exemple, ou le sport, peu importe. Moi, c'était l'écriture. J'ai beaucoup écrit en prison. Mais avant tout, la prison. Qu'est-ce que c'est que la prison? Très facile à expliquer. Suivez-moi bien. Un pas, deux pas, trois pas. Un mur, je me retourne. Un pas, deux pas, trois pas. Un autre mur, je me retourne. Un pas, deux pas, trois pas. Encore un mur, je me retourne, je me détourne, je me contourne. Toujours un mur. Et alors là, dessiner sur le mur, vous savez, nous autres, les tôlards, on aime bien laisser notre trace. Alors des fois, c'est un graffiti, un dessin, les nombres d'années qu'on a passé, ou Totor est une balance, Riri des Batignolles, j'aurais ta peau, peu importe. On laisse notre trace. Et là, sur le mur de la cellule, qu'est-ce que je vois? Un petit Indien dessiné sur le mur, un petit Indien pas plus grand que ça, une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main. Mais alors, pas plus grand que ça. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Dessiné sur ce mur, avec ta flèche sur la tête, des mocassins aux pieds et ton arc à la main. Et lui, il me dit, moi ce que je fais, voilà, je prends mon arc. Wow! Je mets une flèche, je tire ma flèche qui va se figer sur un livre, je ramène ce livre jusqu'à moi et je te l'offre. Je prends le livre, bien sûr, et je le regarde, je dis, pourquoi ce livre? Le petit Indien me répond, tu verras, il te plaira, je te conseille de le lire. Et alors là, effectivement, je suis intéressé par ce livre. Je suis intéressé parce que dès le début, il y a quelque chose qui va me rappeler une anecdote que j'ai vraiment vécue dans la prison centrale de Saint-Maur. Vous regarderez sur votre internet le cannibale de Saint-Maur. En principe, le matin à 7h, à midi et à 18h, le gameleur passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un maton ouvre la porte de la cellule, les détenus sortent avec leur gamelle et reçoivent une part, une ration qui nous est versée par le gameleur. À la 6 ou 7e porte, le détenu sort et dès qu'il arrive face au gameleur, il prend une boule de pétanque et lui fracasse le crâne. Le maton prend peur, il se sauve.
pour aller chercher de l'aide, bien sûr. Et quand il revient avec tous les autres matons, le spectacle qui s'offre à eux est horrible. Le détenu qui a fracassé le crâne du gameleur est en train de lui manger la cervelle avec une petite cuillère. Alors, ce qui me rappelle la scène que j'ai lue, voilà ce que c'est. J'étais là, c'est Evgenia qui parle maintenant, j'étais là depuis 4 jours seulement lorsque la monotonie carcérale me devenait impossible. J'ai décidé alors de prendre le couvercle métallique de la tinette et de m'en servir pour fracasser le crâne de la matonne, ce qui m'a valu un long séjour au mitard. J'ai un peu associé ces deux scènes. Bon, Evgenia. En prison, elle va nous écrire, sur la fin de sa prison, elle va nous écrire son autobiographie. Ça commence toujours, bien sûr, par l'enfance. Elle est née en 1902. Son père, d'abord. Son père est un médiéviste, médiéviste fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Très important parce qu'il est tellement passionné par l'histoire qu'il lui donne cette envie de connaître, d'apprendre, de découvrir, et notamment tout ce qui concerne les classes dangereuses, tout ce qui concerne les marginaux, voilà, pour aller vite. Alors c'est quoi les marginaux au Moyen-Âge? Vous connaissez tous Notre-Dame de Paris, hein, la cour des miracles, c'est ça les marginaux. Mais ça existe vraiment, la cour des miracles, probablement dans les grands truands qui sont à l'initiative de la cour des miracles. Et bien nous en avons un, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, c'est Villon. Voilà, Villon est à l'initiative de la cour des miracles. Et ces voyous, ces bandits, ces truands qui sont là, la seule chose qu'ils veulent, c'est conserver leur métier, c'est leur métier, hein, et ils ne veulent pas que ce soit les Anglais qui en profitent. Donc ils vont s'allier avec le roi de France, que ce soit Charles VII ou par la suite Louis XI, pour chasser les Anglais hors de France, tout simplement. Voilà. Alors là, donc, elle va devenir curieuse de tout, notamment si vous voulez, notamment de l'histoire de ces marginaux, l'histoire des voyous de son époque. Et alors ça, c'est du côté de son père, et du côté de sa mère, c'est un peu plus complexe, un peu plus compliqué, parce que eux, on va dire, ils s'assoient sur leur laurier, ils disent, mais nous, on n'a rien à se reprocher, nous avons participé aux événements de la Révolution de 1905. Pour aller vite, 1905, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des ouvriers qui crevaient de faim, tout simplement, et puis qui ont commencé à protester, à manifester, à vouloir des salaires qui leur permettent de vivre. Et comment a répondu le tsar? En leur tirant dessus, tout simplement. Et puis, 1905, c'est aussi Potemkin, si vous vous souvenez. Voilà. Toute jeune, Evgenia souffre d'une chose, c'est d'être considérée comme la fille à sa maman, c'est-à-dire elle ne manque de rien, à la maison il y a toujours tout ce qu'il faut, il y a toujours à manger, et elle va décider d'elle-même de réduire sa portion au strict minimum pour vivre ce que vivent les souffrances que vit le peuple. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous crevez de faim avec un frigo plein, c'est pas de la même chose que lorsque vous crevez de faim parce que vous n'avez rien à manger, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et ça, elle s'en rend vite compte. Et elle se dit, bon, faut que j'arrête mes conneries. Elle se remet donc à manger et à poursuivre son existence. Et la révolution arrive, 1917, les révolutions, février, les tests d'avril, 1917, octobre, la révolution. Quand elle sort de chez elle, parce qu'elle est contente, ça bouge partout, vous savez ce que c'est, les mots, ça pète, ils sortent. Et quand elle passe sous les murs d'une prison, elle reçoit un papier, un message qui est envoyé d'une cellule. Elle lit le message, et qu'est-ce qu'elle lit? C'est un détenu qui dit « Nous sommes enfermés, les matons sont partis pour cause de révolution, il n'y a plus personne, on n'a plus rien à manger, plus rien à boire, on va crever. » Elle court au bureau politique, et puis elle montre le message, elle dit « Ils sont en train de crever, qu'est-ce qu'on fait ?» Les politiques lui disent, les commissaires politiques lui disent « T'inquiète pas, mon enfant, t'inquiète pas. Tous les prisonniers politiques ont été libérés, il n'y a plus rien à craindre. » Alors là, ça lui fout un choc quand même. Elle pensait que dans la révolution, il y avait une justice quand même, mais elle s'aperçoit que, alors pas du tout. Ça l'incite à aller voir les soldats, et elle leur dit aux soldats, vous voyez, il y a des gens qui crèvent de faim là-dedans, il faudrait les aider.
Et effectivement, les soldats vont la suivre, ils vont exploser les murs des prisons et libérer les taulards. Et ce sera un des plus beaux moments de sa jeunesse. Je répète, elle a 15 ans à cette époque-là. Elle dit, je suis rentré dans le cachot, et là, il y a un prisonnier qui m'a pris dans ses bras, il m'a enlacé, il m'a serré, il n'arrêtait pas de trembler et de pleurer, et il disait, merci, merci, merci. Ouais. Le temps passe, elle a 18 ans, il lui tarde d'être amoureuse, et elle rencontre Alexandre Yarolevski, qui est un des leaders d'un mouvement, un peu curieux, qui tourne autour de 3 axes, la biocosmie, pour aller vite. La biocosmie, ça tourne autour de 3 axes. L'immortalité, résurrection et voyage intersidéral. Voilà, c'est tout un programme. Mais elle l'aime, son mari, donc elle y croit et elle le suit partout. Ils vont faire des conférences, ils vont gagner leur vie en faisant des conférences un peu partout en Russie. Et ça à partir de 1921, vous voyez, 1922, elle a 18-20 ans. Et les années passent et ils font leurs conférences. Et puis, qu'est-ce qui se passe un jour? Elle glisse sur le quai, elle tombe sur les rails, le train arrive, elle est amputée des 2 pieds. À partir de là, tout le reste de sa courte vie, elle portera des prothèses. D'ailleurs, on l'appellera la voleuse aux prothèses. Alors après, on enchaîne. Hôpital, conférence. Hôpital, conférence. Ils n'ont plus de fric. Il n'y a plus de fric en URSS. Eh bien, le couple décide de partir en Allemagne et en France pour faire des conférences sur le thème de la Russie soviétique. Et ils vont être très très vite déçus par le public qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on leur parle. Et bien qu'on leur parle de ce qui se passe dans les sous-sols de la Tchéka. Est-ce que c'est vrai qu'on torture les bébés, qu'on arrache les yeux des vieilles dames? Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils décident de rentrer en URSS, où là, Yarolevski, Alexandre, sait qu'il va être fait prisonnier et probablement fusillé. Bingo. Ils sont arrêtés. La première chose qu'on lui fait, on lui sucre, on lui vole, on lui confisque sa machine à écrire. J'ai oublié de vous dire, c'était un poète reconnu en URSS, bien sûr, en Russie. Et on lui confisque comme ça, il ne peut plus écrire ses poèmes, ne peut plus faire ses poèmes. Et on l'incarcère. Et il va de ville en ville, que ce soit Krasnoyarsk, Moscou, Kiev, voilà. Il est... Excusez-moi pour Kiev. À l'époque, c'était la Russie, on va dire Leningrad, et il la suit un peu, elle le suit un peu partout. Elle va vivre ce que vivent les femmes de Taular, tout simplement, assister leur mari du mieux qu'elle peut. Mais elle n'a pas de thune, elle n'a pas d'argent, et pour vivre, elle doit apprendre l'art de la débrouille, le système D, et pour ce faire, elle reste au contact des mômes des rues, qui acceptent, qui l'invitent, elle vit avec eux, et puis très souvent, ils trouvent des endroits où dormir. À un moment donné, les mômes vont dévaliser une réserve de bouffe, et ils réussissent à piquer des saucissons. Alors ils sont heureux parce qu'ils vont les faire cuire avec des pommes de terre, c'est une grande fête. Oui, je dis, il l'accepte d'autant plus facilement qu'elle n'hésite pas à mettre le main au portefeuille, celui des autres bien sûr. Alors, notamment, elle va voler chez les dentistes. Quand vous rentrez chez le dentiste, vous déposez votre manteau à l'accueil et ensuite vous allez à la salle d'attente qui, elle, est chauffée. Elle rentre et elle pique l'argent qu'il y a dans les portefeuilles. Elle se fait prendre, bien sûr, ça c'est le propre du voleur, c'est de se faire prendre. Elle passe devant les juges. À chaque fois, elle décline une identité différente, mais ils la reconnaissent, c'est la voleuse aux prothèses. Ils ne la condamnent pas de forte peine parce qu'elle est déjà bien mal, amputée des 2 pieds. Le problème, c'est que de récidive en récidive, les juges se montrent de plus en plus durs. Et un jour où elle a volé des valises, ils décident de lui mettre une grosse peine, c'est-à-dire ça va être 3 ans de prison en exil dans une petite ville qui s'appelle Yujansky, probablement en Sibérie. Là, elle retrouve une bande de voleurs, mais elle décide aussi de gagner sa vie en étant diseuse de bonne aventure. Elle dit l'avenir.
elle dit aussi, quand elle écrit, elle nous dit que, attention, hein, voleur est un véritable métier. Quand on se dit, tiens, parce qu'on a besoin, j'ai besoin d'argent, je vais voler, c'est pas vrai, on va pas réussir comme ça du premier coup. Pour voler, on peut manquer de talent, d'accord, mais on ne peut pas manquer de pratique. C'est un métier. Donc, dans sa ville de Yujanki, eh bien, elle est aussi diseuse de bonne aventure et elle précise bien, oui, moi, j'ai volé par idéal politique. Par contre, dire la bonne aventure, j'ai fait ça uniquement pour gagner un peu de thunes. Malgré ça, elle va continuer à voler. À nouveau, elle va se faire prendre et du coup, elle va être exilée dans la lointaine Sibérie. Ceci dit, grâce à ses performances, on va dire, de diseuse de bonne aventure, elle s'est créée un petit pécule, un petit capital. Elle décide de s'évader de Sibérie, retrouve Moscou, en recherchant son mari, bien sûr. Mais son mari, il a été envoyé dans un goulag sur des îles au nord-ouest de la Sibérie. J'ai oublié le nom, peu importe. Et là, par contre, c'est le directeur de la prison, s'appelle Ouspensky, une véritable crapule. Elle n'a qu'un but, elle, c'est de faire évader son mari. Et elle a un plan qui est assez sympa quand même. Elle dit, je vais me faire incarcérer là-bas, je vais faire des conneries, je vais me faire incarcérer. On va faire une mutinerie, une grosse mutinerie. On va profiter de la mutinerie pour que mon mari puisse s'évader. Elle arrive là-bas, dans ce bagne, mais avant même qu'elle ait pu entreprendre quoi que ce soit, son mari est fusillé. Elle le sait bien sûr, et c'est là qu'elle dit, bon maintenant il faut que j'écrive mon autobiographie. On est en 1930, il n'y a rien, l'URSS manque de tout. Et pourtant, malgré ça, le chef de la détention va lui fournir à la fois du papier et un stylo, et de quoi écrire, on va dire. Et pourquoi? Parce qu'on sait que elle ne peut pas faire autrement, elle va se répandre en propos anti-soviétiques, ce qui sera une bonne occasion de la faire fusiller. Alors il faut que je précise que les archives qu'on a pu lire récemment nous montrent que les directeurs de prison avaient reçu des ordres comme quoi il fallait fusiller tous ceux qui refusaient de travailler d'une part et tous les anti-soviétiques. Ça allait vite, ça faisait du monde à fusiller. Donc, effectivement, elle sait, elle, que les matons vont lire ce qu'elle écrit, vont lire ses propos anti-soviétiques et vont la condamner. Elle le sait, mais elle continue quand même à écrire. Et puis bien sûr, à un moment donné, Ouspensky va la visiter dans sa cellule et il est très fier de lui, Ouspensky. Il est très fier de lui et il va lui dire « Ah, c'est toi, la fameuse Evgenia Markon, la fameuse Evgenia Yarolavskaya. » Yarolavsky, c'est le nom de son mari, hein, bien sûr. Et vous le voyez, c'est elle, Evgenia. Voilà. Et il lui dit un peu pour voir ce qu'elle va faire, pour voir si elle va se révolter ou pas. Il lui dit « Alors, maintenant, c'est à toi de suivre le même chemin que ton mari. » Alors il lui montre son calibre, son revolver, il dit « Regarde, c'est avec ce revolver-là que j'ai collé une balle dans la tête de cet imbécile de Yarolevsky. » Soudain, c'est un maton qui a été témoin de la scène qui raconte ça. Soudain, la femme se met à hurler et à tirer sur les liens. Ouspensky la regarde et part d'un rire convulsif et forcé. Un faux semblant. Il n'avait pas du tout envie de rire. « Détache-moi les mains, espèce de charogne galeuse !» hurla Yarolevskaya hystérique en progressant vers lui à reculons. Vous voyez, elle faisait comme ça pour faire semblant de dire « Retire-moi mes liens, voilà. » Détache-moi les mains, espèce de charognard galeuse. Et elle, comme si elle s'attendait vraiment à ce qu'il lui délie les mains liotées dans le dos. Puis soudain, elle se retourna brutalement vers lui et lui cracha au visage. Ouspensky devint effrayant à voir. Vomissant des injures, il assomma la femme d'un coup de crosse de revolver et il se mit à la piétiner alors qu'elle gisait sans connaissance. C'est toujours le gardien de prison qui parle. Hein. Alors, ça a commencé. Et on entendait, je ne voyais pas la scène, je n'entendais que les claquements secs des coups de feu tirés.
Et c'est comme ça qu'elle meurt, tuée par Ouspensky. Mais avant de mourir, elle a eu le temps de dire les dernières lignes que je vais vous lire de son autobiographie. Les voilà. Et bien maintenant, vous savez tout de ma vie à présent. Vie de la lycéenne révolutionnaire, de l'étudiante pleine de rêves, de l'ami du plus grand des hommes et des poètes, Alexandre Yarolavski, de l'éternelle voyageuse, de l'anti-religieuse itinérante, de la journaliste de roule, de la crieuse de journaux, de la voleuse récidiviste et de la vagabonde diseuse de bonne aventure. Rédigé de ma propre main, Evgenia Yarolavskaya, le 3 février 1931, quartier d'isolement disciplinaire Zayatchiki. Et c'est alors que le petit Indien, dessiné sur le mur, un petit Indien pas plus grand que ça, une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main, me dit « Alors, ça t'a plu ? Si c'est le cas, fais-en profiter tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, messieurs, c'est pour ça que je vous demande, mes amis, lisez-le, lisez, lisez, lisez. »